La détermination des codes seuil dépendra de contraintes purement architecturales et d'autres contraintes purement techniques. Les contraintes architecturales, on ne va pas les discuter parce que ça, c'est vraiment le choix de l'architecte. Logiquement, on peut se dire que les codes seuil doivent permettre au bâtiment de se situer au-dessus des zones environnantes, mais parfois le choix de l'architecte peut nous surprendre. Et personnellement, j'avais fait un hôtel où l'architecte avait fait le choix d'avoir des codes seuil qui sont plus basses par rapport aux côtes environnantes. Donc ça, on ne le discute pas, ça c'est un choix architectural. Mais il y a également des contraintes qui sont purement techniques. Euh, la première contrainte, c'est cette côte seuil, elle doit permettre au bâtiment de se protéger contre les risques d'inondation. Vous savez, en France, il y a une cartographie qui détermine les zones à haut risque d'inondation. Et dans cette cartographie, il y a des codes de référence qui sont définis. Et ces codes de référence, ils correspondent en fait à la cote altimétrique qu'atteindrait l'eau pendant l'événement de référence, l'événement exceptionnel de référence d'une période de retour donnée, par exemple d'une période de retour de 100 ans. Donc les cotes seuil des bâtiments dans cette zone, il faut forcément qu'elles soient situées au-dessus de cette cote de référence. Donc ça permet au bâtiment de se trouver hors eau, même en cas d'inondation. Mais il y a également des contraintes qui sont liées à l'assainissement. La côte seuil doit permettre au bâtiment, doit permettre l'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales avec des pentes correctes. Donc surtout pour les parties qui comprennent des salles d'eau, donc des cuisines et des salles de bain notamment. Parce qu'on peut se poser la question, mais pour les bâtiments qui comprennent un vide sanitaire ou bien un sous-sol, ça ne nous concerne pas si cette partie ne comprenne pas des salles d'eau. Voilà. Donc il faudrait que la côte seuil dans ce cas-là, il faut qu'elle permette une évacuation correcte avec des pentes correctes surtout, hein, des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales. Si nous prenons cet exemple, c'est un immeuble qui comporte un vide sanitaire avec deux descentes pour les eaux usées et trois descentes pour les eaux usées et deux descentes pour les eaux pluviales. Donc ça, c'est la première descente des eaux usées. Donc ça descend ici et ensuite ça déverse suivant une pente de 1,5 dans ce regard situé évidemment à la sortie de l'immeuble. Et ensuite, nous avons la première descente des eaux pluviales qui déverse suivant une pente de 1,5 dans le regard situé à l'extérieur. Et dans le même immeuble, nous avons une deuxième descente des eaux usées qui va déverser dans ce regard. Et puis, nous avons une deuxième descente des eaux usées toujours qui déverse dans le même regard. Et nous avons une descente des eaux pluviales qui déverse dans le regard des eaux pluviales. Donc, la détermination de la côte seuil, il faudrait que la côte supérieure de la dalle, parce que ça c'est un vide sanitaire, mais le même raisonnement peut se faire pour les bâtiments qui ne disposent pas de vide sanitaire ou bien de sous-sol. C'est exactement la même chose. Seulement les poutres ils vont être remplacées par les longrines. Mais c'est vraiment le même raisonnement. Donc l'idée, ou la contrainte plutôt, c'est le retombée des poutres. Parce qu'il faudrait que la côte choisie pour la côte supérieure de la dalle, il faut qu'elle permette justement le passage. Parce que vous voyez que les conduites, elles traversent à chaque fois. Ici, c'est des poutres. Mais si c'était un bâtiment sans vide sanitaire, on aurait parlé des longrines. Mais c'est la même chose. Donc, nous avons à chaque fois, les conduites, ils traversent à chaque fois des retombées des poutres. Donc, il faudrait que la côte choisie pour la dalle, il faut qu'elle permette le passage de ces conduites, parce que ces conduites, ils vont pas traverser la poutre, mais il faut qu'elles passent au-dessous de la poutre, au-dessous de la retombée ou bien au-dessous de la longrine. Donc, il faut que la côte choisie, il faut qu'elle permette le passage sans problème de ces conduites, tout en respectant les pentes. Et c'est là où des erreurs sont couramment commises. C'est qu'on oublie parfois de prendre en considération les retombées des poutres ou bien les hauteurs des longrines. Donc si nous prenons cet exemple, le raisonnement qu'on va faire, on doit le faire au niveau de toutes les descentes. Mais si nous prenons cet exemple par exemple, donc nous avons ici une descente et donc cette descente, il faut qu'elle traverse ici cette première poutre.
elle va traverser également cette deuxième poutre. Donc, il faut que la conduite puisse passer au-dessous de la poutre. Maintenant, si on va dans le plan de béton armé, eh bien, on trouve que ça, c'est une poutre qui fait 50 cm, une hauteur de 50 cm. Ça veut dire que ici, et ici, c'est le point de départ. Bon, ici, c'est le point de départ, mais ici, c'est la première traversée, on va dire, des poutres. Donc, pour que la conduite puisse passer, il faut que nous avons, si on raisonne par rapport à la côte supérieure de la dalle. Donc, on a dit que la poutre, elle fait une hauteur de 50 cm. Donc, nous avons déjà 50 cm pour la hauteur de la poutre. Ensuite, on va faire le raisonnement par rapport au fil d'eau. Donc, nous avons 50 cm pour la poutre, pour la hauteur de la poutre. Ensuite, nous avons, c'est une conduite qui fait 200 cm, donc 200 mm, donc 20 cm. Donc, le fil d'eau, il est situé à 50 cm plus 20 cm comme diamètre de la buse. Donc, ça fait 70 cm. Ensuite, pour aller de là jusqu'ici, nous allons mesurer le linéaire, on calcule le linéaire, et bien sûr, on multiplie par la pente. Donc, supposons que ici, nous avons un linéaire, par exemple, je dis n'importe quoi, supposons qu'on a un linéaire de 8 mètres, par exemple. Donc, les 8 mètres, on va les multiplier par 1,5, donc ça va nous donner 12 cm. Donc, ça veut dire qu'entre là et là, on va descendre de 12 cm. Donc, à partir de là, nous avons entre la côte brute de la dalle, la côte supérieure brute de la dalle et le fil d'eau, à partir de là, nous avons 50, on a dit, plus 20, ça fait 70. Et entre ici et ici, on a dit que nous avons 12. Donc, entre là et là, nous avons 50 plus 20 plus 12. Donc, ça fait 70 plus 12, ça fait 82. Donc, entre la côte supérieure de la dalle à ce niveau-là et le fil d'eau d'ici, nous avons 82 cm. Et donc, ce même raisonnement, on vient de faire le raisonnement par rapport à cette poutre. Ce même raisonnement doit se faire pour toutes les autres poutres. À chaque fois qu'il y a une traversée. Donc, ici, par exemple, pour ce même réseau, il y a une deuxième traversée. Donc, on va faire le même raisonnement par rapport à cette poutre. Seulement, dans ce cas, on ne va pas prendre de linéaire à partir de là ou bien à partir de là. Mais on prend le linéaire uniquement à partir de là, au niveau de la poutre, jusqu'au regard d'arrivée. Donc, on prend la hauteur de la poutre, on calcule le linéaire, le diamètre de la buse, etc. Seulement ici, nous avons un cas particulier parce que ici, nous avons une poutre de 50 cm et ici, la même hauteur. Ça veut dire que cette poutre qu'on vient de calculer, qu'on vient de voir et l'autre porte, ils ont la même hauteur. Donc, si la buse, elle arrive à passer au-dessous de cette poutre, forcément, elle passera au-dessus de cette poutre parce qu'il y a déjà une pente qui va dans ce sens. Donc pour ce cas particulier, c'est pas la peine de refaire le calcul par rapport à ça, par rapport à cette poutre. Mais de manière générale, si on avait par exemple une poutre de 80 cm ou bien d'une hauteur différente, une hauteur plus grande que la hauteur de la poutre de la première, on n'est pas sûr. Donc il faut qu'on refasse le calcul. Donc ce même raisonnement doit se faire à chaque fois qu'il y a une traversée, on refait le même raisonnement. Donc on fait ici. Donc on va dans l'autre descente, on va faire le même raisonnement. On le fait ici. Ici, on a une deuxième traversée. Ici également, etc. Bon, ici, c'est pas la peine de faire l'exercice parce que ça, c'est un voile périphérique. Donc ici, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on n'a pas raisonné par rapport à ça. Donc ici, c'est pas grave, on peut traverser le voile. Mais on ne peut pas traverser les poutres, donc on est obligé de faire ce raisonnement. Donc on fait le même raisonnement pour le réseau des eaux usées, mais également pour le réseau des eaux pluviales. Bon, ici, il n'y a aucune traversée, ça c'est juste le voile, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune contrainte par rapport à ça. Mais ici, par contre, il y a une traversée. Donc on va faire le même raisonnement, et donc on fait le raisonnement pour toutes les traversées, pour tous les réseaux. Et en fin de compte, on va considérer le plus grand écart par rapport à toutes ces traversées, le plus grand écart entre le fil d'eau d'ici et la côte sup de la dalle. Et le raisonnement qu'on vient de faire ne doit pas se limiter uniquement au regard d'arrivée de l'immeuble, mais il doit se faire par rapport au regard de la ville, parce que c'est ça qui conditionne la côte seuil.
Et donc, il ne suffit pas de calculer uniquement le linéaire jusqu'au regard de l'immeuble, mais il faut aller jusqu'au regard de la ville, parce que c'est ça qui conditionne. Et il faut faire attention à un petit détail au cas où nous sommes amenés à créer plusieurs regards intermédiaires, parce qu'au niveau de chaque regard, on va prévoir peut-être un petit dénivelé entre la conduite d'arrivée et la conduite de sortie. Donc, en plus du linéaire total, il faut prévoir, par exemple, 4-5 cm entre le fil d'eau d'arrivée et le fil d'eau de sortie. C'est-à-dire en plus, parce qu'on a dit que pour calculer la différence de niveau, on va multiplier par exemple la pente par le linéaire. Par exemple, ici, on avait multiplié 1,5 multiplié par, on avait dit 8. Mais pour les regards extérieurs, le raisonnement est un petit peu différent. Si nous avons des regards intermédiaires, on va multiplier la pente par le linéaire, mais en plus, on va prendre en considération les dénivelés entre le fil d'eau d'arrivée et le fil d'eau de sortie. Donc, si on va prévoir par exemple 4-5 cm, ça veut dire qu'en plus du dénivelé qu'on calcule, il faut prévoir par exemple 4-5 cm multiplié par le nombre de regards intermédiaires. Et donc, au final, ça nous donnerait donc la somme de tous ces dénivelés, ça nous donnerait la différence de niveau entre le fil d'eau d'arrivée du regard de la ville, on va le dire comme ça, le fil d'eau et la côte brute, la côte supérieure de la dalle brute. Donc ça nous permettra, donc c'est à partir de là qu'on doit implanter notre dalle.